ou trop il y a un combat qui ne se remarque pas tout de suite. Il n'y a pas de bruit fort au début, pas d'avertissement clair, mais peu à peu, cela change la situation à l'intérieur d'un pays. Au fil des jours, il devient clair que chaque mouvement a un grand impact, non seulement sur l'endroit lui-même, mais aussi sur une partie plus large du monde. Comment tout cela a-t-il commencé et comment en est-on arrivé à ce point ? Les préparatifs ont commencé bien avant l'opération Epic Fury. Les États-Unis ont déplacé des F-22 Raptor vers des bases en Israël et dans d'autres parties du Moyen-Orient. Téhéran ne l'a pas remarqué tout de suite. Lorsque l'opération a commencé, les F-22 Raptor sont entrés dans l'espace aérien iranien presque sans être détectés. Silencieux, directs, rapides pour attaquer des bases secrètes et des cibles importantes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Maintenant, commençons. Pour l'instant, c'est l'un des avions les plus importants utilisés par les États-Unis au combat. Avec le F-35 Lightning II, il fait partie des avions furtifs utilisés lors de l'opération, mais ils ont des rôles différents. Le F-35 a servi de guide. Ces capteurs sont utilisés pour identifier les cibles et aider les autres avions à savoir où attaquer. Pendant ce temps, le F-22 était chargé du contrôle aérien. C'est ce jet qui a été utilisé pour neutraliser. La défense de l'Iran est s'assurer que rien n'empêche les États-Unis et leurs alliés de voler et d'attaquer. Au cours des premiers jours de l'opération, les F-22 ont attaqué activement les défenses aériennes de l'Iran et les bases secrètes. Grâce à cela, il est devenu plus facile pour les autres avions de pénétrer et d'attaquer également. Le plan a réussi. Selon les forces de défense israéliennes, au 30 mars, environ 80% des défenses aériennes de l'Iran avaient été détruites ou étaient hors service. Ce n'est pas le cas. Par coïncidence, dès la première semaine de l'opération, le F-22 était déjà le plus actif. En quelques jours, il a pu pénétrer dans l'espace aérien iranien sans être immédiatement détecté par les défenses qui étaient pourtant sa cible. Il a aussi joué un rôle clé dans la frappe des bases secrètes et la limitation des mouvements du corps des gardiens de la révolution islamique. Cependant, sa plus grande réussite fut la destruction du réseau de défense aérienne iranien. À cause de cela, les États-Unis ont même pu envoyer d'anciens bombardiers, des B-52 Stratofortress, pour mener des opérations à l'intérieur même de l'Iran. Si la défense de l'Iran était encore intacte, cela n'aurait pas été possible. Les B-52 Stratofortress sont énormes et faciles à repérer par une défense moderne. Donc le simple fait qu'ils puissent y voler librement à l'intérieur de l'Iran est une preuve claire de la faiblesse de la défense restante du pays. Cela signifie que la perte de 80% de leur défense aérienne, comme on le dit, est probablement exacte, voire même sous-estimée. Et une grande partie de cela est due à l'action du F-22 Raptor, mais le travail du F-22 ne s'arrête pas là, car maintenant que même les avions non furtifs peuvent entrer, son rôle a changé et il se concentre davantage sur le soutien. Comme ce qu'a fait le F-35 Lightning II lors des premiers jours de l'opération, où sa principale mission était de patrouiller dans l'espace aérien iranien sans être détecté, tout en recueillant des informations sur les cibles et les mouvements ennemis. Ce qui est important ici, c'est que les informations recueillies ne servent pas uniquement à son propre usage, car elles sont transmises à d'autres avions comme le F-16 Fighting Falcon et aux bombardiers américains afin qu'ils puissent mener les attaques, tandis que le F-22 se déplace vers un autre endroit pour collecter de nouvelles informations et poursuivre la même mission. Pour le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est un gros problème car ils savent qu'il y a un F-22 à l'intérieur de la zone de conflit. Mais ils ne savent pas où il se trouve. Même lorsque leur défense était en meilleur état, ils avaient déjà du mal à le repérer. Maintenant que leurs radars et leur équipement sont affaiblis, il est presque impossible de le détecter. Ce qui se passe maintenant, c'est une méthode d'attaque bien organisée et continue où différents avions coopèrent, et cela a été rendu possible parce que les États-Unis ont rapidement pris le contrôle du ciel au-dessus de l'Iran, ce qui leur permet de se déplacer presque sans opposition. Ce qui est encore plus difficile pour l'Iran, c'est qu'ils ne peuvent rien faire contre cela, car le F-22 peut rester invisible même lorsqu'il se trouve à portée du radar. Il est capable de localiser les radars restants de l'Iran et de les détruire si nécessaire, ou bien de trouver des passages sûrs à l'intérieur de l'Iran où d'autres avions peuvent passer sans être détectés. Ainsi, dans l'ensemble, le F-22 ne se contente pas de combattre. Il sert aussi Dieu et de guide pour l'ensemble de l'opération.
À ce stade, tout ce que les autres avions ont à faire, c'est d'aller là où le F-22 Raptor les dirige, puis de lancer des armes à distance pour frapper les cibles dans différentes zones. C'est pourquoi les cibles sont atteintes successivement. Selon le rapport, plus de 11 000 cibles ont déjà été frappées par les États-Unis lors de l'opération Epic Fury jusqu'au 29 mars, et ce nombre pourrait encore augmenter si la situation s'aggrave. Para sa Islamic Revolution. L'inquiétude ne cesse pas car ils savent qu'un F-22 tourne au-dessus d'eux. Ceci est l'un des exemples les plus clairs de l'avantage technologique des États-Unis sur l'Iran, et à cause de cela, ils ont déjà perdu de nombreuses figures importantes dans leur rang. Selon Euronews, pas moins de 70 hauts responsables sont morts jusqu'au 21 mars. Cela inclut Ali Mohamed Naheni, l'un des visages connus du CGRI, mais ils ont perdu quelqu'un d'encore plus important. Dès le premier jour de l'opération, Mohamed Pakpour, le chef du CGRI, a été tué. Cela a été suivi par la perte d'autres responsables du Liban et de la Palestine liés au CGRI, y compris Ali Hachemi et Ismail Degan. D'autres responsables ont également disparu, même s'ils se trouvaient dans d'autres pays. Il n'est pas clair si le F-22 a directement attaqué ces cibles. Mais une chose est presque certaine, il a joué un rôle majeur dans la fourniture d'informations, indiquant où les autres avions devaient attaquer. C'est la raison pour laquelle la peur persiste au sein du CGRI. Même s'ils ne savent pas où se trouve le F-22, ils savent qu'il est là. Et à tout moment, une attaque peut venir d'une direction inattendue, car le F-22 peut transmettre ces informations à d'autres avions qui réagissent immédiatement pour attaquer. Quand on dit que l'Iran n'est pas prêt à affronter toute la puissance du F-22 Raptor, c'est à prendre au pied de la lettre. Mais en réalité, le gouvernement et le corps des gardiens de la révolution islamique devraient déjà avoir une idée de ce qui les attend. Ils connaissent déjà les capacités du F-22. Il est difficile à repérer, rapide et possède une combinaison de capteurs avancés et d'armes puissantes. Selon l'armée de l'air des États-Unis elle-même, il combine une quasi-invisibilité avec la capacité de se déplacer rapidement et tout en restant difficile à suivre. Il peut atteindre des vitesses extrêmement élevées et y rester sans utiliser de post-combustion. Cela signifie qu'il est déjà rapide, mais qu'il reste difficile à détecter. Il a également une grande autonomie, ce qui lui permet de faire plusieurs passages sur la cible avant de retourner à la base. En ce qui concerne l'armement, il est complet. Il est équipé d'un canon de 20 mm capable de détruire des drones et des cibles au sol qui ne sont pas fortement protégées. Il transporte aussi des missiles pour le combat aérien, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, l'ancienne force aérienne iranienne n'opposant presque aucune résistance dans cette opération. Pour les cibles au sol, il transporte des bombes capables de frapper précisément la cible. Il y a des bombes plus petites qui peuvent être utilisées pour frapper plusieurs cibles en un seul passage. Et il y a des bombes plus lourdes pour des frappes plus puissantes si nécessaire. Rien de tout cela n'est en secret. Les capacités du F-22 sont connues depuis longtemps. En d'autres termes, les États-Unis montrent clairement, même si l'information est aussi claire, l'Iran n'a toujours pas compris à quel point l'impact serait important. Et c'est là que le problème est survenu. Ce n'est pas un manque d'avertissement, mais un manque de préparation. C'est la raison pour laquelle, même dès 2013, l'Iran aurait dû comprendre clairement à quel point le F-22 Raptor est puissant lorsqu'il est utilisé contre eux, car un seul incident à l'époque suffisait déjà à montrer de quoi il était capable. En 2013, un Sukhoi Su-25 iranien a tenté d'intercepter un MQ-1 Predator des États-Unis dans l'espace aérien international. Et même si cela n'a pas réussi, cela a poussé les États-Unis à envoyer un message clair en utilisant le F-22 comme escorte pour leurs drones. C'est ici qu'a eu lieu l'un des moments les plus embarrassants pour l'Iran dans la guerre aérienne. Le F-22 piloté par Kevin Sutterfield surveillait discrètement pendant que 2 F-4 Phantom iraniens s'approchaient mais ils ne l'ont pas vu même lorsqu'il était déjà tout près d'eux. Le F-22 a volé sous les avions iraniens. Ensuite, il est monté à leur hauteur et leur a donné un avertissement clair de partir immédiatement. Et c'est exactement ce que les pilotes iraniens ont fait, car ils ne pouvaient rien contre un appareil qu'ils ne voyaient pas mais qui pouvait s'approcher à tout moment. En fait, cet événement aurait dû suffire pour que le corps des gardiens de la révolution islamique comprenne. Il est difficile d'affronter le F-22, car c'est un appareil que tu ne peux pas voir, mais qui peut te suivre, s'approcher de toi et contrôler la situation sans que tu t'en rendes compte.
Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury, où des milliers de cibles ont déjà été touchées, directement ou indirectement, grâce au F-22 qui ne peut pas être détecté par les radars et les avions de chasse iraniens. D'un simple avertissement auparavant, on en est maintenant arrivé à une véritable attaque, et il est clair que l'Iran n'est toujours pas prêt pour ce genre de situation. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas de moyens clairs pour arrêter ce genre d'appareil. Leur situation est presque la même qu'en 2013 car tout ce qu'ils peuvent faire, c'est éviter, se cacher et espérer qu'ils ne seront pas la prochaine cible. Le F-22 Raptor a joué un rôle majeur lors du premier mois de l'opération Epic Fury, mais maintenant la question est de savoir ce qu'il fera ensuite, car c'est ici que commence la partie la plus difficile du combat contre l'Iran. Le F-22 est utilisé pour attaquer et soutenir les opérations aériennes. De nombreuses cibles ont déjà été détruites, des bases secrètes ont été touchées et les attaques se sont succédées sans être détectées. Mais maintenant, il semble que la situation entre dans une phase plus sérieuse. Pendant que cela se passe, il y a des signes que les États-Unis se préparent à une possible entrée de soldats en Iran, et il est presque certain que le F-22 jouera un rôle dans cette opération. 2 unités de marine, la 31e et la 11e unité expéditionnaire des marines sont en route ou déjà sur place, et elles seront rejointes par des soldats de la 82e division aéroportée. Ainsi, environ 6000 soldats d'élite seront prêts dans la région, en plus des 1000 autres soldats stationnés dans les bases autour du Moyen-Orient. Au total, les forces américaines disponibles peuvent être utilisées pour des opérations terrestres majeures si nécessaire, mais il ne semble pas que le territoire continental de l'Iran soit la cible. Selon Al Jazeera, il y a des rapports indiquant que les États-Unis se préparent à une opération sur l'île de Karg, une petite île très importante. Environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran passent par cet endroit. L'objectif est simple. Éliminer la principale source de revenus de l'Iran afin de le forcer à rouvrir le détroit d'Ormuz, par où transite une grande partie du pétrole et du gaz du monde entier. Ce que feront les soldats, c'est entrer et prendre le contrôle. lugar at manatili roon hanggat kailangan. Pero delikado ito dahil madali silang tamaan ng mga missile at drone ng Iran kung wala silang bantay mula sa ere. At dito C'est ce qui est censé fournir une protection depuis les airs, surveiller les environs et s'assurer qu'aucune menace ne s'approche pendant le déroulement de l'opération. Le F-22 Raptor peut être utilisé pour attaquer les défenses restantes sur l'île de Karg ainsi que les sites de missiles sur la côte iranienne. Le détroit d'Ormuz pourrait représenter une menace pour les soldats américains sur l'île. Et il jouera probablement le même rôle qu'il joue déjà à l'intérieur de l'Iran, où il fournit des informations et guide les autres avions afin de rendre les attaques plus efficaces. Il y a déjà des AH-64 Apache et des ADX Thunderbolt II qui opèrent dans le détroit d'Ormuz, donc il est très probable que le F-22 patrouille également dans la zone pour recueillir des informations qui seront utilisées par ces appareils. Et de cette manière, ils affronteront ensemble les drones, les missiles, les vedettes rapides et d'autres menaces venant d'Iran afin de soutenir l'opération sur l'île de Karg. Mais même avec ce plan, l'île de Karg reste dangereuse car elle est remplie d'installations pétrolières faciles à enflammer et il suffit d'un seul impact au mauvais endroit pour provoquer un grand incendie pouvant entraîner de nombreuses victimes. Donc, même avec le 22, ce n'est toujours pas une opération facile. Il est aussi possible d'utiliser le F-22 pour affaiblir d'abord la défense de l'île avant que les soldats n'entrent, grâce à des frappes aériennes successives avec le F-35 Lightning II et d'autres avions, si les États-Unis sont sûrs de contrôler l'espace aérien. En plus de l'île, le F-22 peut également concentrer son attention sur les côtes du détroit d'Ormuz, en particulier sur des cibles bien protégées comme les sites de missiles et les dépôts d'armes. Il peut y utiliser des bombes de précision pour réduire la menace contre les soldats au sol et augmenter les dégâts déjà causés par les attaques américaines précédentes dans ces zones. Grâce à sa capacité à rester invisible, il sera difficile pour les défenses restantes de l'Iran de l'arrêter. Et même si un soldat est équipé d'une arme portative anti-aérienne, il est assez probable qu'il n'ait pas le temps de réagir, car le F-22 peut arriver, attaquer et repartir rapidement avant qu'il ne puisse riposter.
Mais peut-être que la chose la plus importante que le F-22 Raptor puisse faire pendant que les États-Unis se préparent à une opération terrestre, c'est de rester une menace constante dans les airs, comme il l'a fait depuis le début contre l'Iran, car il est presque indétectable par le corps des gardiens de la révolution islamique et il peut surveiller la côte en continu. De cette façon, toute tentative de lancer un missile contre l'île de Karg serait immédiatement détectée. Grâce aux données du F-22, il est probable que ces attaques soient anticipées ou empêchées avant qu'elles ne frappent. L'Iran sait aussi que ses soldats auront du mal à agir s'ils essaient de riposter au sol. Parce que si on combine le blocus maritime et la présence du F-22 dans les airs, il y a très peu de chances que leurs forces puissent traverser du continent vers l'île. Il y a encore une autre possibilité. Donald Trump a averti que les États-Unis pourraient cibler les usines de dessalement d'eau de l'Iran, qui sont essentielles pour rendre l'eau propre et utilisable. Donc si cela se produit, non seulement l'armée serait affectée, mais aussi les civils. Actuellement, l'Iran fait déjà face à de graves problèmes comme la pollution de l'air et une longue sécheresse. Selon The Independent, le niveau de certains réservoirs est déjà bas, donc si ces usines sont touchées, la situation pourrait empirer pour la population. Néanmoins, cela reste possible, et si cela devait arriver, il est probable que le F-22 jouerait encore un rôle, car il peut attaquer sans être détecté, même si l'Iran surveille ses sites. Cependant, beaucoup de choses peuvent encore changer avant d'en arriver là. Si les États-Unis réussissent à prendre et à contrôler l'île de Karg, il ne sera plus nécessaire d'en arriver à de telles mesures, car ils auront déjà le contrôle de l'économie iranienne, et il est possible que l'Iran soit contraint de rouvrir le détroit d'Ormuz. Quelle que soit la prochaine étape des États-Unis, il est très probable que le F-22 Raptor reste en première ligne, car depuis le début de l'opération Epic Fury, il a été l'un des appareils les plus utilisés dans les phases critiques de l'opération, et cela ne changera pas alors que les États-Unis se préparent à une possible entrée de leurs soldats en Iran. À mesure que l'opération entre dans une nouvelle phase, le rôle du F-22 dans la surveillance et l'identification des cibles deviendra encore plus important, et à aider les autres appareils afin de garantir la continuité des attaques et le contrôle de la situation. Dans cette situation, l'effet de l'opération ne se fait pas seulement sentir dans les airs, mais aussi en mer, en particulier dans le détroit d'Ormuz. C'est l'un des passages pétroliers les plus importants au monde. Une grande partie de l'approvisionnement énergétique y transite. C'est pourquoi tout ce qui se passe ici affecte immédiatement différents pays. Lorsqu'il y a une menace dans cette zone, les navires deviennent prudents. Ils n'entrent pas facilement. S'il y a une possibilité d'attaque ou d'affrontement. À cause de cela, parfois, le mouvement des pétroliers et des cargos transportant du pétrole et d'autres produits ralentit. Lorsque le flux ralentit, l'approvisionnement est affecté. Et lorsque l'approvisionnement est affecté, les prix augmentent. Cela ne se ressent peut-être pas immédiatement, mais peu à peu, cela se fait sentir dans différentes parties du monde. Pour l'Iran, le détroit d'Ormuz est important. C'est par là qu'une grande partie de leurs exportations de pétrole passe. S'ils perdent le contrôle de cette zone, ce n'est pas seulement l'armée qui sera affectée, mais aussi leurs revenus. De l'autre côté, c'est aussi important pour les États-Unis et leurs alliés, car de nombreux pays dépendent du flux continu de pétrole provenant de la région. Ce n'est donc pas simplement un affrontement entre deux camps, cela a un impact sur le monde entier. C'est pourquoi la présence des navires de guerre autour de la zone se renforce. Ils ne sont pas là seulement pour attaquer, mais aussi pour surveiller et s'assurer que la voie reste ouverte. Il y a des navires en attente, prêts à réagir immédiatement en cas de menace. D'autres surveillant les pétroliers pour s'assurer qu'ils passent en toute sécurité. Grâce à cela, la situation en mer est devenue plus contrôlée qu'auparavant. Mais même avec cette présence, le danger demeure. Il y a toujours la possibilité d'une attaque venant de petites embarcations, de missiles ou de drones depuis la côte. Même de petite taille, ces attaques peuvent causer de gros problèmes si elles frappent un navire. D'où l'importance de la coordination entre avions et navires. L'avion surveille depuis le ciel tandis que les navires opèrent en mer. De cette façon, les menaces potentielles sont détectées plus rapidement. Les informations provenant des airs sont immédiatement transmises aux navires afin qu'ils puissent décider s'ils doivent éviter ou agir. Grâce à cela, ils peuvent réagir plus rapidement à tout ce qui pourrait arriver. Plus les événements avancent, plus il apparaît que la bataille se joue aussi en mer, et non seulement sur terre et dans les airs. Et dans chaque partie de celle-ci, une bonne coordination est essentielle pour maintenir le contrôle.
Pour les pays qui dépendent du pétrole provenant de cette région, il est crucial que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Donc même s'ils ne sont pas directement impliqués, ils ont un intérêt dans ce qui va se passer ici. Certains pays observent, tandis que d'autres sont prêts à aider si nécessaire. À cause de cela, la portée de la situation s'élargit. Ce n'est plus seulement une question d'une opération ou d'un lieu. Cela devient une partie d'un enjeu plus vaste qui a un impact sur de nombreux pays. Et chaque jour qui passe, il devient de plus en plus important de maintenir le contrôle sur ce passage. À cause de cela, l'approvisionnement dont de nombreux pays ont besoin en dépend. Au final, on voit que le combat ne porte pas seulement sur la force, mais sur qui peut maintenir le mieux le flux régulier des approvisionnements au milieu des tensions croissantes. Dans cette situation, ce n'est pas seulement le pétrole qui est affecté, mais aussi les échanges commerciaux entre les pays au sens large. Quand il y a des tensions dans le détroit d'Ormuz, non seulement les pétroliers, mais aussi les navires transportant divers produits restent vigilants. Cela inclut la nourriture, l'électronique et d'autres articles nécessaires au quotidien. Lorsqu'il y a un retard dans le passage des navires, la livraison vers différents pays est affectée. On ne le ressent pas tout de suite, mais avec le temps, cela se reflète dans le prix et la disponibilité des produits. Il y a des entreprises qui sont obligées de changer d'itinéraire pour éviter les dangers. Lorsque le trajet est plus long, les coûts augmentent. Et souvent, ces coûts supplémentaires sont répercutés sur les consommateurs. Cela a aussi un impact sur les ports. Lorsque l'arrivée des navires est retardée, il y a un engorgement dans les ports. L'entrée et la sortie des produits ralentissent, ce qui affecte le cours normal du commerce. À cause de cela, les entreprises deviennent plus prudentes. Certains ralentissent sur les expéditions tandis que d'autres cherchent un fournisseur alternatif pour éviter des problèmes plus importants. Ce n'est pas qu'une question de commerce, mais aussi de sécurité d'approvisionnement. Lorsque le flux des produits n'est pas assuré, les pays deviennent plus prudents dans la gestion de leurs ressources. Il y a des pays qui stockent davantage de réserves pour se préparer à une éventuelle pénurie. D'autres cherchent des fournisseurs plus proches afin de ne pas trop dépendre des routes à risque. Au fil des événements, il devient clair que ce n'est pas seulement la région qui est affectée. Même les pays éloignés du Moyen-Orient sont concernés, car le commerce mondial est relié à un seul système. Lorsqu'il y a un problème dans une partie, l'effet se propage ailleurs. C'est pourquoi la tension dans le détroit d'Ormuz n'est pas seulement surveillée par les pays directement impliqués, mais par le monde entier. Au final, on voit que son impact ne concerne pas seulement le domaine militaire ou le pétrole, mais aussi la vie quotidienne des gens. Depuis le prix de la nourriture jusqu'à la disponibilité des produits, dans cette situation, ce ne sont pas seulement les pays et les entreprises qui sont affectés, mais aussi les gens ordinaires dans différentes parties du monde. Lorsque le prix du pétrole augmente et que le commerce est affecté, cela se ressent progressivement dans les dépenses quotidiennes. Les tarifs de transport augmentent, la nourriture devient plus chère et certains produits deviennent plus difficiles à trouver. Pour de nombreuses familles, cela signifie qu'elles doivent ajuster leur budget. Certaines dépenses doivent être réduites et certains projets doivent être reportés. Même s'ils ne vivent pas directement le conflit, ils en ressentent les effets dans leur vie quotidienne. De cette manière, on peut voir qu'une situation qui a commencé dans un endroit peut avoir la capacité d'affecter une plus grande partie du monde, jusqu'au niveau le plus simple de la vie quotidienne. En même temps, les voisins de l'Iran dans le Golfe commencent aussi à bouger, surtout les pays qui ont été touchés par les missiles et les drones iraniens, et maintenant ils se préparent également à riposter. Cela signifie que, à mesure que les soldats américains approchent, la pression sur l'Iran augmente également, venant de différentes directions. Dans ce contexte, l'Iran risque d'être coincé en affrontant en même temps la puissance des États-Unis. Et les mouvements des pays qui auparavant n'étaient pas directement impliqués dans le conflit, mais qui commencent maintenant à agir progressivement. 2.